Bonsoir Lambert Wilson. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de me recevoir. Chanteur, comédien, acteur. L'actualité immédiate pour vous, c'est ce dimanche au Victoria Hall. Un concert, vous chantez Kurt Weill avec le Lémanique Moderne Ensemble. C'est un événement, c'est un concert exceptionnel dont on va parler. Parlons d'abord peut-être de Kurt Weill. Eh oui. Parlons de cet homme. Qu'est-ce qui vous fascine chez cet artiste ? D'abord, c'est l'époque pendant laquelle il a travaillé, puisqu'il a commencé à écrire. Il est né avec le siècle, il est mort en 1950. Donc quand il écrivait des comédies musicales ou des opéras, c'était au début des années 20, milieu des années 20-30. C'est une époque qui me fascine complètement. Alors il faut savoir qu'il a écrit des œuvres très connues comme l'opéra de Katsu, avec un dramaturge communiste très important qui était Bertolt Brecht. Il a quitté l'Allemagne en 1934 à cause du nazisme. Il était juif et il est venu 2 ans en France. Il a écrit une comédie musicale en France qui s'appelle Marie Galante. Et puis après, il a quitté, il voulait devenir citoyen américain. Il est parti pour New York. Et là, il a écrit de 1935 à 1950 des comédies musicales pour Broadway. Et ce qui me fascine chez lui, c'est qu'il a écrit pour les acteurs. Il a écrit aussi des opéras, mais il a écrit beaucoup des choses qui appartiennent au monde des acteurs. Autrement dit, il voulait des interprètes qui ne chantent pas nécessairement très bien, ça tombe bien pour moi. Non, vous chantez bien. Oui, mais je veux dire, c'est pas opératique, quoi. C'est un chant pour lequel les mots sont très importants, surtout dans la partie allemande, parce que c'était très politique. La partie américaine est plus romantique, elle est plus typique de Broadway. Mais en tout cas, c'est fait pour les acteurs. Et pourquoi avoir eu envie de le chanter ? Il y a l'aimer et il y a le chanter. Parce que d'abord, j'étais jaloux des actrices, chanteuses, qui s'en sont emparées. La grande chanteuse allemande Ute Lemper a beaucoup chanté Kurt Weill. Il y a des Italiennes comme Milva qui ont chanté Kurt Weill. Et les hommes ne se sont pas emparés de ce répertoire-là. Or, une grande partie des rôles principaux de ces opérettes ou comédies musicales sont des hommes. Le personnage de Mackie l'Éventreur dans l'opéra de Katsu, c'est un homme, Mackie Messer, qui a donné cette chanson très connue qui a été reprise ensuite. C'est ça qui est intéressant à dire au sujet de Kurt Weill aussi, c'est que beaucoup de ces chansons ont été ensuite reprises par des jazzmen et des chanteurs, et ce sont devenus des standards. C'est le cas de la chanson Mackie Messer, mais c'était aussi Speak Low, par exemple, September Song, Sinatra a chanté, etc. Donc il a été très prolifique. C'est un spectacle que vous aviez monté à l'origine avec un orchestre philharmonique. Ouais. Là, on est dans une version... Est-ce qu'on peut parler d'une version un peu plus intime ? En tout cas, il a fallu redessiner ce spectacle avec un orchestre un peu plus réduit. Ben oui, on passe de 70 musiciens à 20 musiciens. Et je pense que... Je soupçonne que ça va être très différent, mais mieux, parce que Kurt Weill n'a jamais écrit pour des grandes formations. La version symphonique qu'on avait proposée, c'était luxueux, c'était fastueux, c'était un plaisir qu'on voulait se faire. Bruno Fontaine, l'arrangeur, compositeur, et moi-même. En fait, il y a quelque chose de... pas maigre, mais un peu théâtral dans le sens petit dans la musique de Kurt Weill. L'opéra de Katsu, ça se joue justement avec 14 musiciens. Les comédies musicales américaines, dans la fosse, il y avait 20-25 musiciens, c'est tout. Donc je pense que ça va aller très bien, cette proposition de le faire avec le Lémanique Moderne Ensemble, par rapport au répertoire musical. Votre rapport à la musique, est-ce que la musique est plus forte que le théâtre, que le cinéma ? Oui, et la musique est plus forte que tout. En fait, je pense que la musique, pour moi, c'est vraiment... c'est l'oxygène. Je ne pourrais pas considérer une vie sans musique. Et je pense que c'est ce qui nous définit, avant même l'art dramatique, c'est ce qui nous définit en tant qu'être humain, à la différence des singes. C'est-à-dire qu'on a commencé par émettre des sons ensemble, à faire des borborigmes comme ça, qui sont devenus un chant. À partir de ce chant, on a fait des instruments de musique, et puis la musique est née. Mais on ne peut pas plus humain que cette activité. Vous préférez les musiciens aux acteurs ? Ouais, ils sont plus sympas, ils sont plus humbles, parce que les musiciens, pour arriver sur un plateau et jouer ou chanter devant, c'est comme les danseurs, ils ont besoin de passer des années de travail, et donc, s'ils sont là, c'est que c'est leur place. Dans mon métier d'acteur, il y a des usurpateurs, parce qu'on peut prendre n'importe qui dans la rue et lui donner un rôle principal. Alors, je trouve que les musiciens ils sont humbles, parce qu'en fait, ils ont un énorme savoir, et ils ne le montrent pas, ils sont discrets. Il y a des divas quand même chez les musiciens. Il y a des divas partout, il y a des divas chez les acteurs, les politiciens, les musiciens. Mais je supporte les divas musiciennes ou musiciens parce qu'il faut quand même faire ce qu'ils ont à faire. S'ils sont excessifs, c'est généralement parce qu'ils sont très doués. Plaire aux musiciens, ça c'est un enjeu pour vous.
Oui, parce que je trouve que je me sens un peu illégitime. J'ai pas fait d'études dans un conservatoire, donc il faut que je leur prouve que je suis un musicien à part entière, que ce que je viens faire à leur côté, c'est de leur niveau. Et je trouve que leur regard ou leur oreille est très dur, souvent. Et là, ça marche. Tant que je reste dans le répertoire qui appartient aux acteurs, ça marche. Parfois, je suis un peu ambitieux et je vais sur d'autres territoires plus classiques. J'ai chanté récemment du Bach, par exemple. J'ai chanté des mélodies françaises. Ils sont durs avec moi, mais j'aime apprendre. Mais la claque est rapide. Instantané. Comment ça se manifeste? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, les musiciens entre eux sont durs aussi. C'est-à-dire que les musiciens ne sont pas là en train de se couvrir de compliments quand ils viennent à un concert pour écouter leurs copains. Ils vont directement à l'essentiel. Et donc, ce n'est pas de leur part qu'il faut attendre des compliments. On va revenir sur votre parcours, sur votre carrière, même si vous n'aimez pas ce mot. Un souvenir lié à la musique, la Scala de Milan, Ah ouais. baryton. Baryton acteur. Racontez-nous. J'ai joué le personnage de Voltaire racontant l'histoire de Candide de Voltaire en italien et je devenais le professeur Pangloss, professeur de philosophie et optimiste en anglais. Et puis je devenais Martin qui était le pessimiste absolu, toujours en anglais. Et ce qui fait que c'était la plus grosse peur de ma vie, la plus grosse récompense de ma vie, l'excitation, avec des chanteurs de Pera, une mise en scène extraordinaire de Robert Carsen, qui a beaucoup travaillé ici à Genève. Oui, mon plus beau souvenir professionnel. Mais vous n'avez pas tenté de mettre le feu à la Scala avant de monter sur scène? Ah, vous connaissez bien ma biographie. J'ai voulu mettre le feu au théâtre de... À Mulhouse. Mulhouse, oui, parce que je devais chanter une cantate de Bach et j'ai eu tellement peur que je me suis dit, il faut mettre le feu au théâtre. Et puis après, je regardais le théâtre, je le trouvais tellement beau, je me suis dit, c'est quand même dommage, uniquement à cause de mon petit problème de trac, de détruire ce théâtre. Dans la Scala, quand j'attendais dans ma loge avant que le spectacle ne commence, j'étais le plus excité, le plus heureux des hommes. Parlons de la Suisse. Vous avez un rapport intime avec ce pays. Si je vous dis 1981. Oui, j'ai joué un rôle de guide suisse dans un film de Fred Zinman, aux côtés de Sean Connery. C'est un film qui n'a pas énormément marché, mais qui reste gravé dans la mémoire des cinéphiles, qui s'appelait 5 jours ce printemps-là. Et c'est là où j'ai appris à dire « Grüezi miteinander ». Oui. À Sean Connery, quand même. À Sean Connery, et j'étais vraiment... on était 3 acteurs dans le film, j'étais en face de Sean Connery, j'étais son rival, et j'avais 22 ans. Et j'ai eu très peur. Et c'est un film qui marque aussi l'histoire de notre pays, parce que Ce Ferreur, c'est le premier film américain tourné en Suisse. Oh, un des premiers, peut-être. en tout cas de cette ampleur. C'était un film qu'on avait tourné à côté de Saint-Maurice, dans l'Engadine, et c'était un souvenir absolument sublime d'alpinisme pur aussi, et puis avec un des très grands réalisateurs hollywoodiens de la grande époque qui venait de Vienne lui-même. Et c'était... Vous vous rendez compte qu'avec ce film-là, j'ai travaillé avec un metteur en scène qui avait été assistant à Vienne et à Berlin à l'époque du muet. Vous vous rendez compte Voilà, moi j'ai tourné avec lui en 81, lui, le passage au parlant, c'est 1928. Il travaillait avant ça. La vie des acteurs, elle couvre parfois des périodes énormes. Vous aimez notre pays, la Suisse? J'adore. Alors moi j'ai plein de copains en Suisse, et puis je venais tout le temps ici en vacances, parce que j'avais un ami de famille qui était acteur très célèbre en Suisse, Jean-Marc Bory, et il nous a fait venir chez lui depuis qu'on était petits, au Col des Mosses, à côté des Diablerets, et j'étais vraiment plein de... Mes madeleines sont suisses, elles ne sont pas françaises. Ouais. C'est le Vomaltine, c'est le Sugus, c'est tout, c'est le Sinalco. Moi, je suis complètement... je me sens bien ici, je trouve que c'est beau. Et au-delà de ces petits clichés culturels qu'on apprécie. Hein, c'est des clichés culturels qui sont super forts pour moi. Hein. Je veux dire, vraiment, ça marche. Hein. Il y a quelque chose de culturel aussi qui vous plaît dans ce pays? Oui, alors, j'aime énormément venir jouer ici, chanter, présenter des films, parce que je trouve qu'il y a un très bon public en Suisse francophone, parce que c'est celle que je connais le plus. Et puis aussi un goût pour la musique. J'ai travaillé beaucoup au Victoria Hall, où on va faire le concert dimanche, avec des chefs comme Michel Corbeau ou Guillaume Tournière. Il y a un vrai goût de la culture, et puis un goût du vin aussi que j'adore. Parce que j'ai un ami qui s'occupe de la promotion des vins du Valais, et j'adore les boire. Lambert Wilson, acteur. Avez-vous toujours su que la scène, les caméras, les projecteurs seraient votre destin? Je crois que je ne le sais toujours pas. En fait, c'est raté. J'ai l'impression de sortir de l'école de théâtre, en fait. J'ai vraiment une inquiétude qui est celle d'un adolescent.
Pour être plus sérieux, j'ai voulu faire ça à partir vraiment de l'âge de 13 ans. Et là, il n'y a pas eu d'interruption dans ce désir. En revanche, j'aurais préféré, si j'avais pu, devenir musicien à l'époque, plutôt que de choisir le métier d'acteur. Cinéma américain, on parlait de Sean Connery. Il y a aussi eu ce rôle dans Matrix, évidemment, le mérovingien. Pourtant, vous n'êtes pas un acteur proche du milieu hollywoodien, dira-t-on. Je ne suis pas un acteur proche du milieu du cinéma, point barre. C'est-à-dire qu'en fait, je fais du cinéma, j'aime jouer devant une caméra, mais je ne fréquente pas les familles de cinéma. Alors, l'Amérique, je n'y vais plus, parce que j'ai un petit peu du mal avec ce pays. Donc, ça ne m'intéresse pas d'avoir une carrière mondiale. J'aime beaucoup ce qu'on fait en Europe et en France particulièrement. J'ai plus besoin de ça. Mais je suis très, très solitaire. Mais maintenant, avec les plateformes, avec Internet, avec tout ça, on n'a plus besoin de voyager en Amérique comme on avait à le faire avant pour devenir international. On peut venir vous chercher chez vous. Vous savez, on se filme maintenant pour les auditions avec un téléphone, on les envoie au casting directeur dans le monde entier. Donc on n'a plus besoin de partir pour Hollywood comme c'était le cas avant. Votre père était un metteur en scène très connu. Vous baignez très jeune dans ce milieu du théâtre, avec les professionnels du spectacle, au fond. Depuis l'âge de 4-5 ans, je suis allé écouter des pièces très complexes, d'ailleurs du même auteur, Bertolt Brecht, dont on parlait tout à l'heure, qui a fait les textes pour Kurt Weill. J'assistais à des pièces très complexes et j'essayais de comprendre ou de donner l'impression que je comprenais comme les adultes. Alors je regardais du Shakespeare, je regardais des choses comme ça et je riais avec les adultes. Pour faire partie du groupe des adultes, en fait. C'est ce que vous a donné votre père, vos parents, et en même temps, père très difficile, père très dur. Non, dur simplement parce qu'il était exigeant et il voulait, si j'allais entrer dans cette carrière-là, que j'ai une bonne formation. Il voulait surtout me protéger de l'injustice de ce métier, parce qu'on est jugé en permanence pour son apparence. Il faut se réinventer tout le temps. Et je pense qu'il n'avait pas envie que ses enfants ou que son fils soient malheureux. Très petit, vous développez l'envie de vous transformer. Comme tous les enfants, on a envie de se déguiser. Alors moi, je me déguisais tout le temps, mais je continue à faire ça. On prenait des papiers et puis voilà, on créait des costumes. Ça fait partie du plaisir initial des comédiens, la transformation. C'est quoi? C'est échapper à la réalité? Échapper à soi-même, surtout. Parce qu'on ne se supporte pas, généralement. Il faut qu'on passe devant un miroir et qu'on voit la réflexion de quelqu'un d'autre. Et là, on se dit, j'ai vécu plusieurs vies aussi. C'est une façon d'étendre le temps. On voyage dans le temps et on vit plusieurs vies. On découvre d'autres mondes aussi en se déguisant. Alors on découvre d'autres mondes, surtout en voyageant dans le cinéma, parce qu'on n'est pas touriste, jamais. On va directement dans la vie des gens. Et on se change dans les toilettes des gens d'un village, par exemple, ce que aucun touriste pourrait faire. Il y a des transformations saisissantes. Alors, le commandant Cousteau, le général de Gaulle, récemment, dans le film qui est sorti en 2020, je crois. Mais il y a un film où vous ne vous transformez pas. C'est Au bout des doigts. C'est ce que vous dites, en tout cas. Oui, parce que... Parce que c'est vous. Oui, il y a des metteurs en scène qui ne veulent pas que vous vous transformiez. En fait, ce genre de personnage, directeur d'un conservatoire, connaissant la musique, les musicien lui-même, c'était pas très loin de moi, finalement. Donc, du coup, là, j'ai pas fait un effort de transformation. Mais je déteste ça quand les metteurs en scène me disent « Non, non, mais ne change rien, c'est toi. Non, non, mais le personnage, c'est toi. » Moi, je ne sais pas qui je suis, donc il faut me donner des éléments à l'extérieur de moi-même. Et ça, c'est l'importance du metteur en scène, du réalisateur. Il faut leur forcer la main parfois, et c'est pas une mince affaire, parce que forcément, eux, ils rêvent à vous depuis longtemps, mais ils rêvent à vous parce qu'ils vous voient tel que vous êtes à la télévision quand vous passez, ou dans les films qu'ils vous ont vu faire. Mais il faut leur proposer autre chose. Vous aimez être dirigé quand vous jouez? J'aime être dirigé parce que j'ai dirigé moi-même, et en fait, j'aime surtout être discipliné et totalement souple et à leur disposition. Parce que je sais ce que c'est que les acteurs qui ne le sont pas. Les gens qui sont réfractaires à la direction d'acteurs, qui ne pensent qu'à eux, c'est pénible. Alors moi, je suis très, très discipliné, souple. Mais quand on doit jouer son propre rôle, entre guillemets, est-ce qu'on se met à nu? Est-ce que c'est plus difficile? Vous savez, les acteurs disent qu'ils se mettent à nu, mais j'attends encore le metteur en scène qui me mettra complètement à nu, dans le sens figuré. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on me vole ça, par exemple. Peut-être dans le prochain film, que ce ne soit pas uniquement un truc technique, mais que je puisse livrer des choses que personne ne m'a vu livrer auparavant. Même des choses privées, des choses de moi. Et vous vous en êtes jamais approché de ce sentiment? Parfois, si, avec des metteurs en scène comme par exemple André Téchiné dans Rendez-vous avec Juliette Binoche, c'était des metteurs en scène qui étaient des très bons directeurs, qui sont des très bons directeurs d'acteurs et qui vous volent quelque chose. Mais je me protège souvent. Ouais.
Autre transformation saisissante, l'abbé Pierre. Alors là, c'est une histoire qui est particulière parce que ce personnage, vous l'avez incarné et vous l'avez aussi aimé. Vous vous êtes connu avec l'abbé Pierre. Oui, alors d'abord, je voudrais dire que l'abbé Pierre, je l'ai joué trop jeune et que je ne suis pas satisfait de ma performance dans le film parce que j'aurais dû le faire 10 ans plus tard à peu près. Je ne lui ressemblais pas, mais il n'y avait pas la maturité de lui au moment où il a passé cet appel de l'hiver 54. En revanche, ça a été une rencontre fondamentale dans ma vie. C'est quelqu'un qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur une injustice sociale, sur la pauvreté, sur la façon d'agir soi-même. Et ça a été un conseiller personnel sur des questions privées d'ordre spirituel. Et il a compté beaucoup pour moi. Et vous vous êtes rencontrés grâce au film. Uniquement grâce au film, il a fallu qu'on soit présentés l'un à l'autre et il m'a dit « Ah, ça tombe très bien, tu ne me ressembles pas » parce que j'ai pas envie que ce soit un film à la gloire de ma personnalité, mais plutôt simplement qui montre l'action d'un homme. Donc il ne s'intéressait pas à l'image qu'il avait de lui-même. Donc il trouvait que le personnage n'était pas très bien incarné aussi. Si, il s'en fichait. J'avais à peu près 60 cm de plus que lui, mais ça le faisait rire. Lambert Wilson, à l'école, c'est un gamin qui n'aime pas les groupes. Toujours pas. Pourquoi ? Je déteste faire partie d'une communauté. En fait, c'est nouveau pour moi. J'ai l'impression que là, récemment, je me suis engagé pour une ville où j'ai une maison en Bourgogne, en France, et je fais un festival de musique classique. Et je m'occupe de la communauté parce qu'elle est en difficulté. C'est une ville qui a souffert de la désindustrialisation. C'est la première fois que je m'engage dans une communauté. C'est nouveau. Sinon, les groupes, et les groupes déjà constitués, je pars en courant. J'ai l'impression qu'ils se connaissent tous, ou qu'ils se connaissaient tous avant moi. Alors ça me rappelle un vieux truc d'école. Parce que je changeais d'école tout le temps. Pourquoi ? Parce que mes parents décidaient d'aller à la campagne une fois, à Paris une autre fois. Et en fait, la rentrée des classes, c'était un cauchemar pour moi. Et je me suis rendu compte au cinéma que le premier jour de tournage, c'était une sensation que beaucoup d'acteurs partageaient et de techniciens. C'était leur premier jour et tout le monde avait autant le trac que moi. On vous surnommait Bugs Bunny à l'école. À cause de mes dents de... Ah ouais ? Oui, parce que je zozotais. J'avais... Oui, bon, on m'a donné tellement de surnoms. On m'appelait la nouille aussi. La nouille ? La nouille. Mon père m'appelait la nouille, oui. Et il m'a appelé la nouille jusqu'à mes 30 ans à peu près. Et vous en avez fait quoi de tous ces colibets ? Je les ai transformés à l'intérieur, je les ai glorifiés, j'en ai fait des super-héros. Ah, c'est important ça, Ouais. c'est intéressant. Vous êtes aujourd'hui installé en Bourgogne, vous l'avez dit, dans l'Yonne, pour être précis. Qu'est-ce que cette région dit de vous ? Elle dit une fascination pour l'histoire, une fascination pour les pierres, pour une vie spirituelle, parce que c'est un endroit où il y a énormément de monastères, une fascination pour l'eau aussi, parce que je suis sur une rivière, sur le canal de Bourgogne, une fascination pour la vraie campagne, la rudesse. Et je pense que la partie la plus importante, c'est l'histoire. Parce que la Bourgogne s'est rattachée à la France assez tardivement, finalement. On était liés quand même, on n'était pas très loin, on était plus du côté d'ici. Et j'aime bien ça parce que j'en sens les traces. Je pense que j'ai dû y vivre à une époque précédente. J'ai dû être moine. Il y a quelque chose de mystique dans cette région. Ah, il y a quelque chose de mystique. Ouais. Il y a une minéralité qui est extraordinaire, qu'on retrouve forcément dans le vin. Et vous parliez donc de vos activités culturelles dans cette région. Il y a eu aussi ce concert de Bach que vous avez donné à Tonnerre. À Tonnerre, et alors on voit sur Internet, quand on cherche un peu des éléments sur vous, on voit des gens qui sortent de la salle de spectacle et qui disent « c'était bien, il faudrait avoir plus de spectacles chez nous ». On a l'impression d'avoir des gens à qui on a amené la culture, à qui vous avez amené la culture. Oui, on ne fait que commencer. Cet été, on va passer de 1 concert à 5 concerts, 8, 9, 10 juillet. Ce sont des gens qui sont dans un désert, parce qu'ils n'ont pas d'argent, la municipalité n'a pas d'argent, il y a quelques petites choses embryonnaires comme ça. Donc, ils ont soif. Ils ont soif d'événements, de musique, de théâtre, etc. Mais ça bouge, ça bouge. Cela dit, c'est une des villes qui a été les plus touchées par ce problème de la désindustrialisation et la délocalisation. Et pourtant, on est à quelques heures à peine de la capitale, Paris, qui est capitale culturelle mondiale. Oui, mais en fait, les gens là-bas, dans cette région-là, sont vraiment en difficulté sociale, financière, tout simplement. On sent chez vous cet appétit professionnel, toujours en mouvement. En tout cas, vous êtes un touche-à-tout. Le mouvement, c'est la vie, sinon c'est la mort. Ouais. Au revoir.
Mais quand est-ce que... Mais en même temps, quand on vous écoute, vous avez l'air très calme, très posé, très réfléchi. Calme-moi. Mais quand est-ce que ça turbine? C'est comme vous. Ça turbine, vous avez l'air très calme aussi. Ouais. C'est très bien que ça turbine en permanence, sinon on ne serait pas là. Et ça turbine quand? Ben, ça turbine maintenant, là. Ça turbine la nuit, c'est pour ça que je suis insomniaque. Ça turbine en permanence, bien sûr. Je ne peux pas m'arrêter, parce que sinon... Mais je ne peux pas, c'est une question physiologique. Vous êtes un angoissé? Oui, je suis plutôt un... Non, oui, je calme mon angoisse. Oui, mais tous les... Je ne veux pas me nommer moi-même artiste, hein, mais les gens de la scène sont angoissés parce qu'il faut se renouveler en permanence. Vous dites aimer les gens sensibles et dépressifs. Ils ont quoi de plus? Je pense qu'ils ont une lucidité et souvent une intelligence de la vie. Faut être un peu bête pour ne pas être conscient de toutes les horreurs et de toutes les injustices et de toutes les méchancetés. Il faut être un peu aveugle. Donc les gens qui sont lucides, forcément, ça les rend un peu dépressifs parce que c'est quand même pas très rigolo. Il y a beaucoup de choses, et on en est les témoins en ce moment sur la nature humaine et sur ce que l'homme fait souffrir à l'homme. Les gens qui sont les auteurs, les artistes, ils sont généralement très sensibles, ça les rend un peu dépressifs. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, l'actualité? Il y a la guerre à l'Est. Est-ce que ça m'inspire, c'est surtout la colère que j'ai de constater que rien ne change, que l'humanité ne fait pas de progrès, qu'elle semble ne pas faire de progrès. J'ai l'impression d'être projeté dans les années 40 et ça me rend dingue. Ça me donne une colère qui ne s'arrête pas. Je me dis, mais c'est pas possible, je croyais qu'on avait dépassé tout ça. Avec tous les millions de morts qu'on a eu pendant la guerre, Seconde Guerre mondiale, nous, on se retrouve à faire la même chose. Un personnage qui envahit un autre pays, simplement parce qu'il décrète qu'il est le sien. C'est une colère. Mais bon, je ne suis pas un enfant de cœur. La guerre, c'est la guerre, elle existe partout dans le monde. En ce moment même, il y a d'autres champs de bataille. Mais c'est la répétition de l'histoire qui me révolte. La colère, elle se transforme en engagement aussi. Et il faut qu'elle se transforme en engagement. Il faut trouver la voie. Ouais. Alors la voie, moi, les artistes français qui font des lectures des textes ukrainiens, c'est charmant, mais je pense que les Ukrainiens, ils s'en moquent un petit peu. Ce qu'il faut, c'est des vrais engagements. C'est-à-dire qu'il faut donner de l'argent, donner des vêtements. Je ne sais pas. Il faut agir assez concrètement et ne pas se donner une bonne conscience d'intellectuel. Je me méfie de ça. Là aussi, peut-être c'est parce que c'est une communauté et je n'ai pas envie d'en faire partie. Je me dis, les Français bien pensants, comme ça, qui se sentent vaguement coupables. Vous aimez pas le politiquement correct? Déjà, qu'est-ce qu'on entend par politiquement correct? Oui, disons qu'en fait, non, le problème de l'époque actuelle, c'est que j'ai tendance à me taire. Je ne viens pas de le faire, mais parce qu'on ne peut plus dire un mot maintenant sans être attaqué sur les réseaux sociaux auxquels je n'appartiens pas. Mais en tout cas, c'est un petit peu dommage. On pouvait être politiquement incorrect avant, ce qui rendait les choses un peu divertissantes. Maintenant, tout le monde est un petit peu sage parce que tout le monde se fait détruire et les conséquences sont lourdes à long terme. Et il y a un fond de méchanceté qui a envie de s'exprimer dans le public anonyme et ça, n'allons pas sur ce terrain. Non, mais cette méchanceté, vous en avez fait peu les frais. Bien sûr. Parlons par exemple des Césars 2020, cérémonie, disons, crépusculaire. Il n'y a pas vraiment d'autres termes sur l'ambiance, sur l'état d'esprit qui régnait à ce moment-là, peut-être, entre les acteurs. Roman Polanski remporte un prix. Il est fustigé. Il y a eu pire l'année suivante. Vraiment, alors crépusculaire, mais vraiment fin du monde, c'était l'année dernière. Ouais. Et là, bah voilà, vous, sans défendre Roman Polanski, vous condamnez la manière avec laquelle on lui tombe dessus. Et là, vous reprenez tout en pleine face. Oui, je m'exprime à chaud et j'aurais pas dû le faire parce qu'il faut toujours se méfier comme ça des interviews qu'on peut faire dans un moment de colère. Et je n'étais pas très content de ma copine parce que c'est une copine en plus, Florence Foresti, et je me suis exprimé, malheureusement, je me suis exprimé sur des ondes nationales et puis malheureusement, j'oublie que je suis connu, j'oublie que je suis un homme blanc. Ça veut dire que forcément, je suis associé immédiatement par les féministes aux violeurs supposés. Donc tout ça m'est tombé dessus. Mais je pense que ça a été violent pour beaucoup de monde, y compris pour Florence, quoi, de toute façon. Je pense qu'à un moment donné, ça risque de créer des silences, des muets. On va devenir muet. Ou alors on va s'exprimer violemment, et ça sera une sorte de grande guerre. Mais quelque chose de libérateur. Oui, sans doute.
Pour le moment, on est dans une sorte de phase intermédiaire où tout le monde la ferme, passez-moi l'expression. Mais comment ça pourrait se matérialiser, ça, Vous savez, moi j'ai été... explosion. J'ai été, à un moment donné, les gens vont dire, vous savez quoi, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je vais quand même m'exprimer. Mais c'est risqué parce qu'on a pas mal de choses à perdre, hein. Après tout, les gens peuvent décider, via les réseaux sociaux, de blacklister un film, une pièce, etc. Je pense que ça a pu éventuellement arriver récemment à un acteur français qui était associé au régime de Moscou. Ces films peuvent être mis en danger simplement par ces prises de position, parce que sur les réseaux sociaux, ça y va allègrement. Il y a aussi cette colère qui jaillit quand vous remettez en cause les paroles de la Marseillaise, pas la musique, les paroles. Oh ouais, mais vous savez, moi, je remets en cause pas mal de trucs, comme ça me prend. Mais ça, c'était un cadeau de l'abbé Pierre. C'était lui qui était contre les paroles de la Marseillaise, parce qu'il trouvait que c'était sanguinaire. Et je me suis fait reprendre entièrement, une page entière du Monde par Edgar Morin, le philosophe, sociologue, qui a redit le sens historique de la Marseillaise. J'avais dit c'était intéressant, j'ai appris à mais c'était pas uniquement de mon propre fait. C'était vraiment une philosophie, une réaction de l'abbé. Alors il y a les polémiques, mais il y a aussi les reconnaissances. Est-ce que vous aimez plaire? Est-ce que vous aimez être reconnu quand même? Oh, il y a des moments qui sont tellement sympas, mais encore quand je suis arrivé hier soir à Genève, des gens qui viennent vous dire des choses tellement désarmantes de gentillesse, qui vivent avec vous. Enfin, et donc, moi j'oublie que les films repassent et repassent et repassent, je ne les regarde pas. Et on est présent dans leur vie, et il y a des choses vraiment charmantes. Après, il y a des horreurs, des gens qui vous disent « Mais c'est quoi ton nom, quoi? Mais tu passes à la télé, toi, c'est qui ?» On va peut-être recommencer à se dire « Bonjour, comment vous appelez, etc. » Mais la plupart du temps, c'est vraiment très joliment présenté. Et ça fait plaisir. Surtout quand on est sous la pluie, sur son scooter, dans Paris, et que c'est sinistre, et qu'on se dit la vie vraiment pas la peine d'être vécue. Et puis il y a, tac, une petite fleur comme ça qui apparaît. Et il y a les décorations, il y a les prix. Les décorations de l'État français, je les reçois parce que je pense qu'être un citoyen français reconnu pour une forme de mérite, ça compte au moment où il faut prendre la parole en tant que citoyen. Et il y a peut-être la reconnaissance suprême, la statue au musée Grévin. Non, ça c'est rigolo. La statue, il faudrait qu'on la mette un petit peu à jour. Mais elle était réussie quand même. Il y a des accidents industriels et la vôtre était... Il y a une réussite, mais on a envie de la récurer un petit peu, de la rafraîchir un tout petit peu. Je crois que je vais changer mon vêtement. Il faut... non, c'est rigolo. Parce que, en fait... Mais ça fait quoi de se voir pas dans un miroir? C'est abstrait complètement. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis tourné autour en me disant « Mais c'est quoi ce grand échalas là? C'est vraiment bizarre. » Mais en fait, je vais vous dire, l'être, c'est dans les yeux qu'on le voit. Et on peut avoir la forme, mais si on n'a pas ça, on n'a rien. Donc, vous n'avez pas ça au musée Grévin. Donc, vous avez tout, sauf le regard. Et c'est le regard qui fait l'être. Lambert Wilson, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? D'être en paix avec moi-même, c'est-à-dire de vouloir entrer dans la partie ultime de ma vie, qu'on va appeler la vieillesse, peut-être. Hein, La sagesse? C'est pas fait pour les faibles, hein, l'entrée dans une troisième âge, quatrième âge. Ah, vous êtes déjà en train de vous poser des questions sur le troisième âge? Je suis obligé, c'est mon emploi. Moi, je passe mon temps à changer devant les gens. Je ne peux pas subitement me dire que j'ai 25 ans et que la question ne se pose pas à moi. Et je pense que si on peut me souhaiter quelque chose, c'est que j'aborde tout ça avec sérénité. Mais il y a une phase de déclin, là, qui s'amorce chez vous? Ah non, pas de déclin, d'adaptation. Adaptation, c'est bien. Oui. Toujours regard vers le haut? Oui, je veux être un défi, un défi à la science. Y a-t-il des défis que vous devez encore relever? Oui, je pense que j'aimerais un jour livrer un film en tant que metteur en scène. J'ai fait du théâtre en tant que metteur en scène. C'est en route? Je ne suis pas très fort en imagination d'écrivain. C'est un petit peu paresseux sur la... J'ai du mal à rester concentré au même endroit. C'est-à-dire que rester devant son ordinateur pour écrire un sujet, moi, il faut que je cours, que je prenne la tangente. Lambert Wilson, on vous retrouve dimanche au Victoria Hall, 17h. Vous chantez Kurt Weill avec le Lémanique Moderne Ensemble. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci beaucoup.